Bienvenue dans ce premier épisode de la série Les Outsiders. Le but de cette série, c'est quoi? C'est d'interviewer, de discuter avec des gens qui pensent différemment, qui agissent différemment, qui ont un parcours différent de la masse. Moi, ça m'intéresse. C'est le cas de Shubham et de Charles. Shubham et Charles, vous êtes potes depuis longtemps. Comment vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés tout simplement parce qu'on a fait la même école d'ingénieur. On a fait EPITA, donc c'est une école d'ingénieur en informatique, et on s'est rencontrés là-bas et on a vite sympathisé et commencé à travailler ensemble. C'est quoi un peu votre parcours? Peut-être Shubham, tu peux commencer. Moi, j'ai fait un bac S classique, on va dire. Ensuite, on est arrivés tous les deux à EPITA. Je pense que même un peu avant EPITA, on savait qu'on voulait faire du code. C'est vraiment une école d'ingénieur en informatique, donc t'as une prépa intégrée. On fait encore des maths, de la physique, de l'anglais, plein de choses comme ça, mais c'est quand même axé code, dans le sens où n'importe quel étudiant va avoir des solides bases en algorithmique, en développement, etc. Mais au final, à la sortie des études, beaucoup sont plutôt chefs de projet, etc. Plutôt dans des cabinets de conseil, dans des SS2I, etc. C'est une bonne école, c'est une école qui a un bon niveau. Oui, c'est une école qui a un très bon niveau. Qu'est-ce qu'on a fait après? Lors de notre rencontre, on va dire, je me souviens, on s'est rencontrés dans le 131 dans un bus en fait qui allait à EPITA, et on s'est dit, tiens, toi aussi tu fais des sites internet, moi aussi je fais des sites internet. Moi j'en avais déjà vendu un avant, donc ça veut dire j'avais déjà fait une prestation de service pour quelqu'un. Je sais pas si toi c'était le cas, et en fait on s'est dit, bah tu sais quoi, on va juste monter notre agence en ligne de création de sites internet qui s'appelait As You Like à la base, et je m'en souviens encore, on était très chaud, à la fin des cours on faisait nos logos, on faisait notre site, on se disait notre site faut qu'il soit magnifique si on veut pouvoir vendre des sites, et finalement on l'a jamais vraiment fait en fait, parce qu'on a très vite trouvé nos clients, et on a du coup pendant EPITA commencé à bosser ensemble en faisant des sites internet en fait. Ouais, au final les clients, As You Like ça a été vite abandonné. Au final les clients on les a trouvés tout simplement par un premier client, et après que du bouche à oreille quasiment. Au début c'est vrai que c'était un petit peu vraiment deux étudiants qui font ça un petit peu en dehors des cours, voilà, une petite prestation à droite à gauche, on se retrouvait à l'école le dimanche pour bosser, et puis petit à petit on s'est de plus en plus professionnalisé. Moi j'avais fait un statut auto-entrepreneur pour se déclarer proprement les choses, et puis on a commencé à avoir des clients de plus en plus sérieux, des boîtes quand même de plus en plus importantes. On faisait des rendez-vous clients, on faisait des beaux devis, des belles factures, on gérait les clients au téléphone, on faisait du support, etc. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étudiants, qui veulent lancer leur boîte en même temps, et moi je conseille souvent aux gens de faire ça quand t'es étudiant et que t'as un peu de temps libre, sauf que souvent ils pensent à créer une grosse start-up, un gros truc. Peut-être, est-ce que le plus simple, c'est pas simplement de devenir freelance, de voir les compétences que tu as déjà, donc dans votre cas c'était coder des sites, et trouver simplement des clients un par un pour leur proposer les compétences que tu as? Je dirais que c'est pas exactement les mêmes buts. Je pense que oui, c'est mieux freelance dans un premier temps, parce que quand t'es étudiant, t'es pas forcément très professionnel, donc tu vas te professionnaliser, rencontrer des clients, en plus tu vas gagner des sous, tu vas gagner en confiance, ça va vraiment t'apporter à court terme. Après la start-up, c'est plus si t'as une idée vraiment d'un coup, que t'as des potes qui sont dans le même délire et que tu vas pouvoir travailler avec eux là-dessus. Mais je pense que c'est pas génial la start-up, dans le sens où quand t'es dans une école comme la nôtre, les gens sont déjà spécialisés, ils font tous du développement. Or, pour monter une bonne start-up, il faut des compétences complémentaires et les gens les ont pas. Donc, je pense pas que ce soit la meilleure solution directement pendant les cours. Ouais, et je pense par rapport à ce qu'il a dit, je pense le processus d'apprentissage que tu as quand tu commences à être freelance. Donc, c'est-à-dire au début, tu comprends que ce que tu fais, coder des sites internet, ça a de la valeur. Ok, ça peut se vendre. Très bien. Mais après, il faut savoir le vendre. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir gérer une relation client. Et c'est pas juste des mails, c'est pas les mêmes mails que tu envoies à tes potes. Tu vois, donc, il y a une certaine manière de faire. Il y a typiquement pour le paiement. Tu vois, genre, comment est-ce que au début, t'en sais rien. Au début, on se disait, en cash, comment ça marche, et puis comment on se fait payer, est-ce qu'on se fait payer à la fin? Tout le monde se dit que seulement quand le site est fini on se fait payer, mais en fait pas du tout, il y a des manières de payer, il y a le 30-40-30, donc au début, à la fin, au milieu. On n'a pas eu vraiment de formation en étant freelance, mais je pense que c'est vraiment en se cassant la gueule, genre en se faisant arnaquer, en créant des sites qui valent que dalle, et puis je pense après vraiment en rencontrant des gens aussi qui faisaient pareil. Ouais, ça a été vraiment principalement sur de l'expérience. Typiquement, ce que Shubham disait sur le 30-40-30, une fois on a eu un client, on fait son site, et nous on s'attend, on se dit il nous paye à la fin, une fois qu'on a fait la prestation de service, normal quoi. Et sauf qu'au final, à la fin on se rend compte que au moment où il est censé nous payer, il commence à demander un peu d'autres trucs, et puis nous on se dit on va les faire, sinon on n'aura jamais le paiement, etc., etc. Et après on a dit c'est pas possible, on va faire un échelonnement des paiements, etc. Donc c'est clair. C'est vraiment, on a appris en le faisant quoi, tout simplement. Donc là vous étiez encore étudiant. Qu'est-ce que vous avez fait après cette étape de freelance? Alors déjà, il y a eu un espèce de freelance deuxième étape. C'est le moment où en fait on est arrivé on avait beaucoup de missions et on pouvait pas toutes les gérer nous-mêmes. Donc on s'est dit,
attends, ce serait bête de laisser tomber ces missions. Donc ce qu'on va faire, on s'est dit, on a plein de potes dans notre promo qui sont bons, qui sont prêts à bosser, qui seront contents d'avoir un billet à la fin. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va sous-traiter le développement et nous on va se placer en tant que apporteur d'affaires et chef de projet entre guillemets. On faisait la relation client, etc. Et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit comment est-ce qu'on peut scaler en fait une activité où il y a besoin de, on va dire, de notre full time. Parce que déjà on avait les études, c'était pas facile. Parce que Epita c'est vraiment dur. Il y a pas mal de moments où c'est assez intense, mais on arrivait à trouver les autres heures qu'il fallait et on se disait bon. En quoi on est bon ? On est bon, on connaît le marché maintenant du développement de site internet, on connaît les prix, on sait ce que les clients veulent et maintenant faire développer c'est streamlinable. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que un projet puisse être exécuté. Et il suffit de rédiger des bonnes spécifications, il suffit de mettre un prix, il suffit de savoir combien on va se faire payer à la fin, quelle est notre marge. Et un réseau aussi bien externe de clients, mais un réseau aussi bien interne. Et on avait de la chance, on avait un réseau de potes, d'étudiants, que ce soit de la même promo, de la promo d'en dessous, qu'on a fait entre guillemets travailler pour... Donc ils avaient les mêmes compétences que vous en code, tout ça. Et à ce moment-là, vous avez pris une structure particulière ? Vous n'étiez pas resté en auto-entrepreneur, si ? Clairement, non. Enfin si, on est resté en auto-entrepreneur. On est resté en auto-entrepreneur. En fait... Donc c'est quoi ? C'est la sous-traitance en fait ? En fait, on facturait le client et nous après, une fois qu'on était rémunéré, on payait sous forme de prestation de service nos prestataires tout simplement. Okay. Après, pour tout ce qui est auto-entrepreneur, donc il y a un palier annuel qui est à 32 900 €, je crois. Au final, en fait, même si on facturait plutôt bien, on faisait à la fin, je crois qu'on faisait à peu près 400 € la journée, on facturait. Donc ce qui était plutôt pas mal comme tarif de développeur, même freelance, ceux qui ont des années d'expérience et tout. Mais étant donné quand même qu'on faisait ça en parallèle des études et que les études étaient quand même chargées, on n'a pas eu le temps d'atteindre le palier. Et puis il y a une chose, c'est vrai que sous forme de, on va dire, statut social ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a plein de types qui se mettent des barrières eux-mêmes en se disant ouais mais il faut créer une SARL, nanana. Enfin, c'est pas en créant une boîte que tu vas réussir ta boîte, c'est en le faisant. Et du coup, évidemment, et je suis prêt à le dire, oui on a fait du black avant et c'est très bien de faire du black parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on se fait entre guillemets niquer aussi. Je sais pas si on a le droit de dire niquer, moi je dis niquer, mais en gros voilà, c'est là que les gens nous payent pas et on se dit ah tiens avoir un contrat ça aurait été pas mal. Et en fait le fait d'avoir créé une SARL évidemment ou avoir un statut pour payer et pour se faire payer évidemment c'est bien, mais au début faut pas le faire quoi, parce que c'est pas comme ça qu'on va apprendre le métier. Donc là c'est le moment, c'est pas exactement le moment où on a bifurqué, mais ça commençait. C'est que donc en fait Shubham commençait à être très impliqué dans Mailjet. Et moi après j'ai aussi fait un stage là-bas, donc j'étais aussi développeur évangéliste. J'y suis resté 8 mois. Donc Mailjet, juste pour rappeler, c'est une sorte de c'est un service de mailing list. Ouais, Mailjet c'est ce qu'on appelle un ESP, un Email Service Provider, et en fait c'est un outil qui permet à des entreprises d'envoyer des mails, que ce soit des emails marketing, donc toutes les newsletters, et aussi des emails transactionnels, donc qui résultent d'une transaction, par exemple quand vous inscrivez sur un site, etc. Et en fait, Mailjet assure une excellente délivrabilité, donc que ça arrive bien dans la boîte de réception et pas dans les spams, et aussi d'avoir des statistiques sur ces mails, les taux d'ouverture, de clics, etc. Shubham travaillait là-dedans. Moi, je l'ai rejoint. C'était donc en fait à Epita, on avait une durée de stage qui était de 4 mois et demi. En 4e année. Moi, j'avais commencé un petit peu avant à temps partiel. Donc, du coup, en fait, j'étais en CDD. J'y suis resté quasi 8 à 9 mois, quelque chose comme ça, jusqu'à la fin de ma vraie période de stage, en fait. Et donc, on a continué à travailler ensemble, tous les deux dans la même équipe, en tant que développeurs évangélistes. Donc, on couvrait des événements ensemble, etc. Je pense que vraiment, il parlait de Dieu tout à l'heure. Je pense que pendant la partie freelance où on bossait en tant que freelance et en tant que développeur, après sur la partie où on faisait travailler des étudiants pour faire nos sites, et sur la troisième partie je pense qu'on a vraiment appris aussi à se connaître et à se coordonner et à savoir comment est-ce qu'on bossait ensemble, sur quoi on était fort. Moi je sais que typiquement je suis toujours aussi nul pour rédiger un mail, lui le fait. En revanche faire un devis et par exemple savoir combien je vais facturer, ça voilà, on a des compétences complémentaires et on sait les utiliser. Et pareil chez Mailjet, il y avait des éléments où toi t'étais très très bon et moi sur lequel j'étais aussi bon, et je pense que avoir un duo et avoir une personne avec qui tu peux bosser et savoir sur quoi cette personne est bonne, je pense que c'est super important. Est-ce que si vous n'aviez pas été à deux, vous l'auriez quand même fait au départ ? Évidemment, je pense. Tu parles du freelance ? Ouais.
Oui, je pense, parce que tous les deux, comme disait Shubham, tous les deux, en fait, on avait cette envie un peu de, on avait déjà travaillé un petit peu, fait des sites web un petit peu avant Epita, donc c'était quelque chose qui nous intéressait. On avait un peu cette envie, et puis un jour, au détour d'une conversation, on s'est dit tiens, ça peut être bien de le faire ensemble. Et puis, encore une fois, d'être à deux, quand il y en a un qui est moins motivé, si l'autre est motivé, il est obligé de se mettre à niveau, etc. Donc ça permet d'avancer ensemble, et je pense que ça nous a permis d'être meilleurs. Peut-être que j'aurais abandonné à un moment, peut-être toi, j'en sais rien. Je pense qu'on l'aurait fait, mais je suis pas sûr qu'on aurait eu les mêmes résultats. C'est quoi pour vous l'importance du réseau? Parce que moi, j'ai toujours bossé tout seul de mon côté. Je dis pas que ça a que des avantages, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Ça t'offre une certaine liberté, surtout si tu as envie de voyager et tout. Est-ce que pour vous, le réseau, c'est vraiment quelque chose d'indispensable si tu veux développer, ou est-ce que c'est juste un plus? Je pense que tu seras d'accord avec moi. Pour nous, le réseau, c'est vraiment la base de ton activité. Que tu sois freelance, que tu sois start-upper, que tu fasses ce que tu veux, je pense avoir un réseau solide, que ce soit un réseau professionnel ou personnel, c'est super important. Le créer, c'est super important. L'entretenir, c'est tout aussi important, voire plus dur, évidemment, donc aussi compliqué. Et la raison pour laquelle, en fait, avoir un bon réseau, c'est quelque chose de crucial, c'est parce que tu vas pouvoir t'appuyer aussi bien pour tes connaissances. Donc quand tu connais pas quelque chose, typiquement quand on était freelance, on a eu un peu des personnes qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont conseillé, surtout quand on voulait faire bosser des gens, la manière dont il fallait justement mettre en place tout ça, conseiller. Quand tu veux créer quelque chose, avoir du feedback. Et un réseau, c'est avant tout, et ça on l'a appris, c'est pas juste recevoir et l'utiliser. Avant tout, dans un réseau, quand tu viens dans un réseau ou quand tu crées ton réseau, il faut donner. Et ça, je pense qu'on a la même philosophie depuis le premier jour, c'est que tu donnes, et puis si un jour tu en auras besoin, peut-être que tu hésiteras à demander, mais si tu le demandes, tu auras. Et je pense que c'est vraiment la base de pourquoi le réseau c'est important et comment il faut faire en sorte de le gérer en fait. 100% d'accord, pas grand chose à ajouter. Il y a beaucoup de gens et je l'ai vu en école de commerce, qui pensent que l'entrepreneuriat c'est juste un truc cool à faire dans sa vie. Et comme vous dites, qui veulent d'abord officialiser les choses, créer une marque, un logo, déposer des statuts, pour ensuite lancer leur truc en grande pompe et attendre que les clients se ruent chez eux. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose que tu as un peu presque dans tes gènes depuis très jeune. C'est quelque chose que tu as un peu cet instinct de vouloir organiser des trucs, vouloir gagner de l'argent, vouloir créer ta structure. Est-ce que chez vous, ça s'est ressenti déjà très jeune? Est-ce que vous étiez déjà des petits entrepreneurs quand vous étiez gamin ou plus tard? Ouais, je sais pas si c'est une vérité générale, mais je pense pour nous deux c'est le cas, oui. Moi dès le début en fait je me sentais, j'avais envie de faire des projets à côté, etc. Je commençais, tous les deux on a commencé à faire des sites, etc. Même au lycée, tout ça. Moi j'ai vite su que je voulais, en première, je suis allé aux premières journées portes ouvertes d'Epita. J'ai su que je voulais y aller. Mes parents me disaient ouais, va voir les journées portes ouvertes de Supinfo, machin. J'y suis allé vite fait, c'est tombé. Et au final, après en terminale, dès que c'était possible de m'inscrire, je suis retourné, première journée porte ouverte, premiers entretiens, et j'étais sûr de vouloir faire Epita. Et pour ce qui est d'entrepreneur, oui, et j'ai même l'impression que, en fait, quand t'as une âme entrepreneur, t'as du mal à avoir, les contraintes autour. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs qui quittent les études ou qui... moi, vraiment, même dès le début d'Epita, il y avait un moment où j'avais envie de quitter les études parce que j'avais l'impression, en fait, que je pouvais apprendre tellement par moi-même et que je perdais tellement de temps à apprendre des choses théoriques qui me serviraient pas plus tard que c'est le moment où tu remets un peu tout en question et où tu te dis que t'aimerais bien faire les choses par toi-même, en fait. Ouais, sur la partie donc entrepreneur, je pense que il parlait de contraintes tout à l'heure, je pense que c'est super important. Dans le sens où quand t'as pas beaucoup de choses ou alors quand ça te pousse en fait. Quand t'as besoin d'argent. Voilà, quand t'as besoin d'argent. Typiquement pour moi c'est comme ça que ça a commencé. Je vais être très très clair. J'ai pas commencé l'informatique par l'amour pour l'ordinateur ou quoi que ce soit. Non, j'ai commencé l'informatique parce que je savais que ça faisait de l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais après encore faut-il savoir. Et puis encore faut-il pouvoir l'utiliser ce secteur pour faire de l'argent. Et moi comment j'ai commencé c'est il y avait un moment quand j'étais plus jeune, j'avais besoin d'argent, je réparais des ordinateurs, mais hier je changeais les cartes graphiques et je changeais la carte, la carte merde d'un ordinateur. Là pareil, t'apprends toi-même, il y a personne qui t'explique comment faire, tu vas sur des sites internet, t'apprends. Puis après je me suis dit tiens, il y a plein de petits trucs genre des PSP, des Wii et tout. J'ai appris à les craquer parce qu'il y a des tutos sur internet qui permettent de le faire. Il y a plein de gens qui regardent pas ces tutos et qui savent même pas que c'est possible. Moi j'étais dans l'immeuble dans lequel j'habitais, il y a tout le monde qui venait me voir pour faire craquer des PSP. Et j'étais en 3ème, je gagnais 10 € par PSP craqué. Je peux vous dire, quand vous êtes en 3ème, vous avez 10 € par PSP craqué et qu'à la fin de la semaine, vous avez 100 €, vous êtes un peu le roi du pétrole, à la bonne échelle, mais tu
Voilà, quand même, je veux dire, tu te la pètes, quoi. Donc, ouais, enfin, c'est pas que tu te la pètes, mais je veux dire, t'es assez content de pouvoir avoir fait ça, quoi. Et j'avais aussi, du coup, pareil, pour pouvoir faire scaler le truc, j'avais un apporteur d'affaires qui faisait un peu ma pub, parce que moi, je le faisais depuis chez moi, et t'avais un mec qui m'apportait des gens avec qui on faisait 50-50, quoi. J'ai même une petite anecdote, ça y est, j'y repense. En primaire, moi, je me souviens, donc c'était la folie des cartes Pokémon. Moi, j'avais des cartes Pokémon, mais j'avais besoin, enfin, je voulais avoir les brillantes et tout, toutes les collectionner, machin. Et en fait, à un moment, je commençais à avoir un bon niveau, enfin, j'avais une bonne collection, et j'avais quelques potes dont les parents voulaient pas trop leur acheter des paquets de cartes Pokémon et tout. Et moi, du coup, je me suis dit, attends, il se passe plein d'échanges dans la cour de récré. J'arrive pas à être sur tous les coups, je sais pas où sont toutes les brillantes, machin. Qu'est-ce que je vais faire ? J'avais 2 potes, je les payais en cartes Pokémon, je leur donnais des cartes moyennes, genre, pour qu'ils courent dans la cour de récré et qu'ils aillent trouver les mecs qui ont les brillantes et qu'après ils viennent me voir et que j'aille voir ces gars pour pouvoir leur échanger leurs brillantes. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Je sais pas s'il est entre guillemets inné, mais je pense qu'il se développe petit à petit, quoi. Est-ce que les études ça sert à rien du coup ? Je pense qu'on a un avis qui est un peu différent. Moi, toutes les personnes qui veulent commencer, après tu donneras ton avis sur lequel, parce que tu t'es vraiment posé la question à un moment donné. Moi, c'était clair et net. Epita, c'est une école qui coûte cher. Je pense qu'on a de la chance d'être en France et d'avoir des études qui ne coûtent rien. Parce qu'on peut aller à la fac et tout ça, et c'est gratuit, et c'est vraiment bien quand on regarde de payer et tout. Après, est-ce que l'éducation aujourd'hui est au niveau ? Clairement pas. Genre, on est à des années-lumière de ce qui peut se passer dans la vraie vie et de ce que tu apprends. En revanche, faire travailler ton cerveau, c'est super important. Et si tu n'as pas ce mindset et cette contrainte de faire travailler ton cerveau, bah clairement, arrête pas tes études parce que tu vas vraiment sombrer, et il y en a plein qui arrêtent leurs études. Hein, donc on peut ne pas faire d'études, mais il faut avoir beaucoup d'autodiscipline en fait. C'est ça mais sauf qu'à 16 ans, tu l'as pas. Je veux dire, c'est pas tes parents qui vont t'apprendre l'autodiscipline, parce que ils t'apprennent déjà la discipline, ils t'apprennent déjà une vie, tu vois. Alors comment tu vas grandir ? Et puis si t'as pas un cadre, ou si t'as pas et à 16 ans, t'as pas de potes qui te poussent dans le bon sens, tu vois. À moins que tu sois vraiment entouré de génies. Et moi, je sais que quand je rentrais à Epita, j'ai fait un prêt pour mes études. J'étais il fallait absolument que je finisse. J'avais une pression que c'est qu'il fallait rembourser ce prêt. Et évidemment, l'autre me fait un plan sur 15 ans et tout. Moi, je disais, non, je vais rembourser à la fin. Et du coup, j'ai travaillé pendant ce temps, et je savais que à la fin, il fallait que je finisse cette école et qu'elle allait m'apporter quelque chose. Et clairement, j'ai beaucoup appris avec une école. Et puis, une école, ça sert pas seulement à apprendre, ça sert aussi à rencontrer. Pourquoi il y a des écoles de commerce ? Elles sont pas là pour t'apprendre à faire un tableau Excel, elles sont là parce que tu vas te faire des potes, et parce que ces potes-là vont être le début de ton réseau professionnel, et si tu sais l'utiliser, bah tu vas pouvoir petit à petit grandir dans ta carrière. Et bah Epita, c'est un peu pareil. J'aurais jamais, typiquement, si j'avais fait une fac, j'aurais pas rencontré Charles, on n'aurait peut-être pas avancé ensemble. Et puis la fac, moi je suis certain que sans coup de fouet, je ne travaille pas quand j'étais en école. Donc il me fallait une prépa, il me fallait un cadre, et il fallait que je bosse comme ça. À la fin, évidemment, c'était plus compliqué quand on commençait à faire de l'argent, et l'argent, c'est vrai que ça rend dingue. Quand tu commences à en gagner et que tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je fais déjà plus que un mec à la sortie de l'Epita, je suis déjà en 3e année. Et donc évidemment, tu te poses cette question. Et tu sais que toi-même, t'es un tueur. Est-ce que tu vois, à un moment donné, t'as vraiment besoin de ça ? T'as vraiment besoin qu'un prof te prenne la tête pendant 4 heures ? Et moi, j'ai tendance à dire oui, si t'es pas capable de lier ton activité, ce que t'es en train de faire à côté, apprendre et tout ça, à juste tes cours, tu feras pas CEO avec marketing, vente, et puis tu vois toute une fonction à gérer si tu sais même pas concilier 2 choses. Et ça c'est mon avis, il est très, je pense, personnel. Après chaque chose est différente, mais je pense que voilà, entourage, ton école va te le créer, et puis derrière discipline, ça va te donner un cadre, et puis derrière si t'arrives pas à concilier 2 choses, je pense que c'est chaud pour la suite. Ça c'est un peu mon avis, et je pense que le tien est un peu différent. Ouais, il est un petit peu différent. Enfin, j'ai une réponse assez mitigée là-dessus. Je pense qu'au niveau des études, en fait, la principale remise en question, elle est due au fait que toutes les formations ont quand même un côté très général, tout un tronc commun, etc. Et donc, il y a plein de cours pour lesquels on se dit, bon, ça me servira à rien. Pourquoi est-ce que je vais apprendre ça ? Il y a plein d'heures de présence, il y a plein de partiels, il y a plein de choses, et on se dit, au final, surtout ce que tu disais, quand on commence à avoir une activité à côté, etc., on commence à remettre en question les études.
Après, je pense que la meilleure solution, enfin ça dépend à quel moment on se pose cette question, mais je pense que la meilleure solution c'est de faire quelque chose d'un peu hybride, c'est de rester dans ses études et de travailler sur ses projets à côté. Et moi par exemple à Epita, bah typiquement là, enfin on en parlera après, mais mon stage de fin d'études c'est une création d'entreprise. Avant même il y a des projets qui sont sur plusieurs mois tout au long de l'année. À chaque fois je faisais passer mes projets perso, etc. pour même le projet libre, etc. Enfin qui permet d'enlever d'autres projets. Par contre c'est vrai que si on a un profil vraiment mature, vraiment en avance, je pense que en 5 ans, si on a l'autodiscipline nécessaire, si on va se former comme il faut sur Internet, si on sait ce qu'on veut faire, on peut devenir très très bon, à mon avis, très très bon. C'est quoi pour vous un outsider ? Je pense que vraiment, c'est faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui s'inscrit pas dans un cadre. C'est-à-dire que si tu dis je veux faire l'Epita ou je veux faire cette école et je veux devenir le meilleur, bah c'est mort. Parce que c'est pas en faisant une école ou c'est pas en faisant un parcours ou quoi que ce soit que tu deviendras le meilleur. Évidemment, ça, tout le monde va l'avoir fait. Donc tout le monde va être au même niveau. Là où tu vas être différent, c'est quand tu vas faire d'autres choses qui vont, c'est un peu tes soft skills. Epita, on nous apprend à coder. C'est super bien. On est les meilleurs dedans. Et à la fin, c'est sûr que tu auras cette carte. Maintenant, tout ce qu'il y a autour, c'est toi-même et c'est personne d'autre. C'est toi, ton réseau et ta niaque. Et ça, c'est mettre de l'importance à ça, c'est ce qui fait, à mon avis, que tu vas aller un peu plus loin et que tu vas péter le feu comparé à tous tes autres potes, tout simplement parce qu'ils n'auront pas appris à faire ça. Et pour moi, un outsider, c'est quelqu'un qui a compris ce game et qui, du coup, va aller faire autre chose aussi à côté parce qu'il sait qu'à la fin, bah, il aura évidemment cette première carte qui est l'informatique. Ouais. Parce que t'es là pour ça. Donc si tu n'arrives pas à réussir ça, c'est que du coup, bah voilà, fallait pas aller dedans à la base. Si tu es allé dedans parce que tu sais que tu voulais être bon en informatique, en code, et de l'autre côté, tu as aussi développé tout un set de skills, tu as développé ton réseau, et qu'en même temps, t'as pas fait ça comme tout le monde, et bah du coup, c'est bon, tu vas être le meilleur. Pour moi, un outsider, c'est quelqu'un qui va pas faire comme tout le monde, bien évidemment, mais qui, au final, alors qu'il est pas forcément attendu, vu qu'il a pas fait comme tout le monde, il va réussir à avoir des résultats inespérés et probablement largement au-dessus de la moyenne. Comme dirait Jean Rivière, quand on fait ce que fait la moyenne, on a les résultats de la moyenne. Ouais. Et je pense que nous, on cherche à ne pas faire ce que fait la moyenne, à prendre des chemins différents, à mettre en avant notre courbe d'apprentissage, mais pour viser une meilleure réussite au long terme, en fait. Pour conclure, juste, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et où est-ce qu'on peut vous retrouver, si on peut vous retrouver quelque part ? Là, je finis Epita, j'ai fait une création d'entreprise en fait, donc pour mon stage de fin d'études. Ouais. Cette entreprise, donc je l'ai fondée avec 2 associés qui ont 30 ans, 31 ans, qui ont fait des profils école de commerce et qui ont fait de l'immobilier ensuite. Je les ai d'ailleurs rencontrés grâce à notre réseau personnel. À travers un ami intermédiaire qu'on avait rencontré sur une prestation. Donc on a fondé une boîte qui est créée officiellement, donc c'est une SAS qui a été créée en février. Le site est en ligne depuis fin mars, ça s'appelle Welmo, welmo.fr. On vend des biens immobiliers, donc des propriétaires nous confient leurs biens. On les vend pour 1% de commission, alors que dans une agence classique, un Century 21 qui est au coin de la rue, c'est à peu près 5% en moyenne. Et puis pour retrouver mes informations principales, sur charlescola.fr, C-O-2-L-A-S, Cola. Il y a mes différents liens, Twitter, Medium, etc. Je publie quelques articles de temps en temps. Je vais essayer de m'y remettre à un rythme un peu plus régulier, mais sur l'entrepreneuriat, l'efficacité, le développement personnel, etc. De mon côté, il y a quelques petites choses. Il y a les slogs sur Snapchat. On avait déjà fait une vidéo ensemble quand j'étais à Brooklyn. Donc là, je fais des vidéos tous les jours, un peu en mode vlog, mais sur Snapchat, donc ça s'appelle des slogs. Et vous pouvez directement m'ajouter en écrivant Choubs ou alors en utilisant le Snapbot qui est ici. Et deuxième chose, en fait, je viens de commencer une chaîne YouTube. Les vidéos d'Antoine m'ont pas mal motivé. Je me suis beaucoup documenté et c'est vrai que les slogs c'était bien pour raconter ma life, c'est de la balle. Mais je voulais vraiment apporter de la valeur à mon contenu, faire quelque chose de ce qui se faisait pas trop. En tout cas, j'ai pas trouvé une chaîne qui faisait de la vulgarisation informatique. Et aujourd'hui, j'ai créé du coup la chaîne Digital Wink qui vise en fait à vulgariser l'informatique. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent en informatique dont on entend juste des mots-clés VR,
IoT et compagnie. Et je pense qu'il y a un besoin qui est assez fondamental dans notre société, qui est de rappeler un peu ce que c'est tout ça. Parce que ça va trop vite, mais il n'y a pas vraiment de glossaire, ou alors on va se perdre sur des sites internet. Et cette chaîne YouTube, je fais une vidéo tous les lundis où j'explique un sujet. Là, j'en avais fait un sur la carte de crédit, sur les comparateurs de vol. Enfin, voilà, je viens de commencer, ça fait 3 semaines, je crois. Et voilà, ça augmente petit à petit. Donc, un petit projet à côté. Et sinon, je suis chez Mailjet en tant que développeur évangéliste à New York. Comme la dernière vidéo qui va être linkée quelque part. Ouais. Je te fais pas de signe. Écoutez, merci beaucoup. On mettra tous vos liens en description. Je trouve que vos parcours sont vraiment inspirants et vraiment atypiques. Si tu veux réagir là-dessus, tu peux le faire en commentaire. Si tu veux et parler de ton parcours à toi, si c'est aussi un parcours d'outsider, tu peux en parler en commentaire. Nous, on se retrouve demain et surtout, reste libre. Reste libre. Attends, vas-y, on le fait ensemble. Et surtout, 1, 2, 1. Attends, à 3. Encore. Reste libre. Super. Sauf que le micro était là. Faut la refaire. Non, c'est bon. C'est bon. Ça va aller. Dans cette vidéo, on va parler d'Instagram. Je ne vais pas seulement t'expliquer comment avoir tes 1000 premiers abonnés sur Instagram. On va aussi voir quelle stratégie adopter et surtout comment avoir des abonnés qualifiés et pas seulement des gens qui s'abonnent pour toi en retour et finalement qui vont pas regarder tes posts. Le but, c'est d'avoir une vraie stratégie pour Instagram, peut-être de pouvoir créer à terme un business ou en tout cas de pouvoir l'utiliser pour ton business si tu as l'intention de travailler sérieusement